Nation classée au rang des pays pauvres au monde, le Bénin célèbre ce 1er août 2018 le 58e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale et puis également nationale. 58 ans, c'est également la définition d'une approche économique expérimentée dans les secteurs stratégiques capables de booster le développement. Au rythme des régimes et modèles politiques implémentés au Bénin, des plans cadres ont été élaborés pour favoriser une croissance économique, sa structuration et surtout la surveillance des agrégats macroéconomiques. 58 ans après, où en sommes-nous réellement? Quels sont les éléments qui expliquent le niveau actuel de croissance? La politique économique actuelle augure-t-elle de belles perspectives pour le pays? Nous en parlons ce soir avec Dieudonné Ao. Il est enseignant-chercheur au département de l'histoire à l'UAC. Il est aussi et surtout spécialiste de l'économie, de l'histoire économique. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Kazmi Kwedjor, journaliste spécialiste des questions économiques également, m'accompagne ce soir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je salue mon professeur. Alors, Vigile Arancet, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à tous. Drôle de façon de me saluer ce soir. Kazmi et puis Vigile, on est des confrères. Alphonse Moïsoubé, bonsoir. Bonsoir à vous, Joël, et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent depuis SIC TV. Alors, la toute première question, je la fais donc pour le professeur Dieudonné Ao. Quel a été le modèle économique, le tout premier modèle économique défini au Bénin juste après l'indépendance en 1960? Merci, monsieur le journaliste. Et sans plus tarder, je peux dire que de 1960 à l'indépendance jusqu'en 1974, le premier modèle économique adopté au Bénin, au Dahomey d'alors, c'était le libéralisme économique. Puisque en ce moment-là, il y avait la possibilité à chaque opérateur économique européen et étranger surtout d'exercer librement sur le territoire national, de faire ses activités et de pouvoir rapatrier les recettes issues de ces activités économiques comme bon lui semblait. Deuxième chose, c'est que l'État avait aussi certaines sociétés publiques qu'il gérait et donc dans une dynamique de libéralisme économique qui s'était très bien passé. Alors quand vous parlez donc de modèle économique, vous parlez de libéralisme économique juste après la proclamation de l'indépendance en 1960, cela avait impliqué quoi exactement? Est-ce que le Bénin, depuis cette période-là, avait déjà des partenaires avec qui il faisait donc des transactions et tout le reste? Oui, ben, à l'indépendance, on a parlé de souveraineté internationale et colonie du Dahomey jusqu'en 1960. Et le Dahomey a obtenu son indépendance et donc en 1961 déjà des accords de partenariat avec des puissances étrangères avaient commencé et donc des accords de coopération économique surtout avec l'ancienne métropole, la France, et puis les autres pays de l'Europe, de l'Asie. Et donc le Dahomey avait des partenaires économiques un peu partout dans le monde. Le Dahomey s'est ouvert au monde occidental et étranger, donc comme tout pays indépendant, il a commencé par fonctionner sur le plan politique, économique et social. Et donc le modèle économique était le libéralisme. Lorsqu'on parle du continent africain, on perçoit ce continent comme un continent ayant subi les affres donc de la colonisation, de la domination du blanc, pour caricaturer un peu sur le noir. Quelles étaient réellement les clauses de ces accords conclus entre le Bénin et ses partenaires à l'époque? Est-ce que ces accords-là étaient profitables au pays? Bon, ce sont des accords économiques et puis dans ces accords-là, c'est un partenariat qu'on peut qualifier de gagnant-gagnant, puisque le Dahomey d'alors était libre de faire son commerce, de faire ses activités économiques avec n'importe quel pays du monde, et puis en fonction de ses intérêts, il orientait ses exportations, il orientait ses importations, et donc on ne peut pas dire qu'il y a un déséquilibre économique à ce niveau-là, puisque c'est un libre choix.
Et nous sommes dans un système, quand on parle du libéralisme économique, nous sommes dans un système capitaliste. Et donc, c'est la recherche du profit. Et on ne regarde pas la tête du client, on ne regarde pas son beau visage. Et puis, chacun de son côté travaille, mais l'arsenal qu'il faut pour tirer le maximum de profit vers lui. Et donc là, le Dahomey s'est jeté comme tous les autres pays nouvellement indépendants. Eh bien, il a évolué avec des avantages et des inconvénients jusqu'en 1964. Alors, quand vous parlez de partenariat gagnant-gagnant, j'en suis sûr, bon nombre d'auditeurs, de téléspectateurs vont remuer donc la tête dans leur maison. Quand on parle de la France et puis de l'Afrique, est-ce que les relations étaient toujours ça? Bon, les relations, quand on voit ces relations, les analyses de la position d'Africains et de Béninois que nous sommes, on peut dire que c'est une relation économique gagnant et perdant. Et même quand vous observez de près, mais personne n'a obligé le Dahomey indépendant à faire son commerce, à faire ses activités économiques avec telle ou telle puissance occidentale. Donc c'est un libre choix. C'est vrai que les clauses des accords étaient scellées de façon à ce que le Dahomey n'ait pas une marge de manœuvre aussi large, mais c'était quand même des relations de partenariat auxquelles le Dahomey pouvait souscrire ou non. Mais est-ce que vous, en l'état actuel de la question, est-ce que vous allez éprouver une difficulté à nous énumérer, par exemple, pendant donc cette période-là, les dividendes qui sont issus de ces accords? Bon, en termes de dividendes, il faut dire que c'est un peu difficile à citer sur ce plateau, mais il faut dire que dans ces relations commerciales, économiques surtout, ce qui fait la force des autres, c'est leur capacité de drainer vers eux les matières premières qui ont été produites par les pays africains, et ces matières premières qui sont transformées en produits manufacturés, produits finis, et donc qui accroissent leur plus-value et qui sont déversés sur le marché. Et il faut dire que on ne doit pas oublier que la colonie du Dahomey, comme les autres colonies de l'AOF et de l'AEF, était dans un système de division internationale du travail. Et donc depuis 1894, donc après la deuxième révolution industrielle en Allemagne, il y a eu une répartition internationale du travail. Et donc dans cette répartition, le Dahomey, comme les pays sous-développés, les pays non industrialisés de cette période-là, était dans une position de producteur de matières premières et qu'ils livrent aux pays industrialisés, et ils représentaient aussi un réservoir de consommation de produits manufacturés. Et dans cette relation-là, souffrez que je vous dise que c'est une relation déséquilibrée, une relation qui se fait en faveur des pays industrialisés, parce que lorsque vous vendez des matières premières brutes et que vous consommez des produits manufacturés venant des pays industriels, eh bien vous y perdez assez de plumes. Et c'est ça qui s'est passé au Dahomey jusqu'en 1974. Alors, Kazmi Pedjo, vous êtes resté donc aux questions économiques. Alors, vous pensez que la colonisation est un poids qui hypothèque le progrès économique de notre pays, le Bénin? C'est le facteur nocif au développement du continent africain. Mais avant, permettez-moi d'emblayer un peu sur les explications du professeur pour dire que c'est effectif. Au 1er août 1960, le Bénin a cessé d'aller chercher de l'argent au trésor français entre griffes. Et désormais, le Bénin doit pouvoir élaborer son propre budget. Il faut expliquer aux téléspectateurs et aux auditeurs ce que c'est que l'indépendance, la souveraineté. Lorsque vous êtes souverain, c'est un enfant qui décide, donc dit à son papa, à partir d'aujourd'hui, je décide de ne plus être sous ta responsabilité. Et partant de ce principe, le papa lui dit, ok, tu travailles désormais pour avoir de l'argent. Alors donc, à partir de cet instant-là, jadis, bien avant donc les indépendances, c'était la France qui nous offrait l'électricité, par exemple. C'était la France, enfin, quand je dis la France, vous comprenez, c'était donc le trésor français qui donc gérait le budget de ces colonies. Et quand on parle de colonies, c'était le Sénégal qui centralisait donc la zone AOF, c'est-à-dire Afrique
occidentale française, c'était donc le Sénégal. Tout était centralisé là-bas. Et donc les petits pays comme le Bénin étaient gérés depuis Porto-Novo, donc à travers le palais des gouverneurs. Et donc chacun remontait donc un peu ses besoins jusqu'à Dakar. Et c'est la France qui dit, ok, vous aurez ceci, vous n'aurez pas ceci. Alors du 1er août 1960, le Bénin a cessé donc de dépendre de façon budgétaire de la France. Le Bénin est devenu un pays autonome. Enfin, le Dahomey. Le Dahomey d'alors. Le Dahomey d'alors est devenu donc un pays autonome financièrement parlant. Et donc désormais, si vous voulez avoir de l'électricité, ça dépend de vous. Si vous voulez avoir de l'eau, ça dépend de vous. Si vous voulez envoyer, à l'époque, c'était donc la poste. Si vous voulez envoyer de courrier, ça dépend de vous. Tout ce dont vous avez besoin, les besoins, un peu comme ça se passe aujourd'hui avec l'État central et nous nous mettons à critiquer ou à apprécier. À l'époque, donc, on avait commencé ce petit exercice-là avec le premier gouvernement. Et donc, il faut le préciser. Pendant ce temps, vous travaillez, comme l'a dit le professeur, vous travaillez pour avoir de l'argent. Donc, vous travaillez la matière première, vous vendez à votre maître. Et donc, l'indépendance n'était donc pas une indépendance économique. Parce que quand vous finissez de travailler votre matière première, c'est-à-dire l'agriculture ou les ressources du sous-sol, donc le secteur primaire, vous déversez tout ça à la France. Et c'est la France qui décide. Casimir Péjoès a dit que vous faites une séparation entre une indépendance économique et une indépendance politique. Vous avez compris. Parce que l'indépendance n'a pas été économique. Et donc, on nous a juste dit, vous prenez en charge vos dépenses, vos recettes et vos dépenses. Vous prenez en charge vos recettes et vos dépenses. Et c'est ce qui a gouverné jusqu'à présent. Juste là. C'est ça qui gouverne. Vous allez entendre parler de Patrice Talon est allé en France. Il a rencontré les partenaires techniques et financiers. La France a décidé de nous accorder tel. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et je ne parle pas que du Bénin. Je parle du continent africain. C'était toujours comme ça. Et donc, l'indépendance a été politique. Ces messieurs, ils nous embêtent avec leurs histoires d'indépendance. Donnons-leur ça. On leur a donné. Point barre. Mais sur le plan économique, on continue de dépendre du monde. Et d'ailleurs, ça ne pouvait pas être autrement parce que l'économie n'est pas isolée. Vous ne pouvez pas développer votre économie vous seul. Il faut être dans un système. Et donc, le Bénin, le Dahomey d'alors, a commencé par prendre en charge un certain nombre donc, de principes de gouvernance. Les fils du terroir, c'est-à-dire Hubert Maga, fait Hubert Maga d'alors, et ces ministres ont commencé donc par apprendre à gérer eux-mêmes les affaires du pays. Il fallait élaborer un budget. Il fallait élaborer un budget. Trouver les sources de financement. Trouver les sources de financement, vendre la production. À l'époque, il faut le dire, comme aujourd'hui d'ailleurs, l'économie était basée essentiellement sur le coton. Donc notre économie était unijambiste depuis 1960. Personne ne me dira le contraire. Jusqu'à aujourd'hui. Et vous savez, la dernière campagne, ce qu'ils en ont fait. Ça continue donc par donner les embellis. Alors donc, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas senti donc que les Français sont partis. Et il y a les acquis avant les indépendances. C'est par exemple les infrastructures routières que le colon a construit. C'est par exemple le premier pont de Cotonou. C'est par exemple les rails qui a disparu en temps. C'est par exemple donc les réseaux électriques qu'on peine à moderniser ou à véritablement donner de la valeur. Il y a même des poteaux aujourd'hui, vous ne continuez pas à voir l'effigie donc de la France sur certains poteaux électriques. Prenez un peu votre temps et circulez dans les rues de Cotonou et autres, Porto-Novo. L'héritage est là. L'héritage est là. Perceptible. Perceptible. Il y a des choses qui sont restées. Ça, il faut l'expliquer aux auditeurs et aux téléspectateurs. Et donc, voilà un peu dans quel contexte on est dans ce libéralisme économique. Il faut le dire, nous l'avons hérité d'un système, comme l'a dit le professeur, depuis 1894, où les choses ont été décidées autrement. Et déjà, avec donc, le partage de l'Afrique à travers donc, la conférence de Berlin, nous avons donc hérité de ça. Et nous continuons donc de gouverner. Nous avons les suivant ce modèle-là. Suivant ce modèle. Donc voilà un peu ce libéralisme économique, dans quoi ça nous a véritablement mis. Et puis
entre 1960 et aujourd'hui, les choses ont évolué. On en viendra. Voilà, Vigile Larancet, quand on suit bien Casimir Pédior, quand on parle de libéralisme économique, ça ne rime pas forcément avec croissance économique. Eh bien, si on n'explique pas pourquoi tel ou tel choix, on ne comprendrait pas pourquoi on a certaines conséquences aujourd'hui. Expliquez-nous. Pour moi, le libéralisme économique, cette option avait été faite parce que le colon était là, tout à côté. Parce que c'était l'option qui l'arrangeait. Le professeur l'a dit, non, chacun fait librement ses affaires, il peut ramener les recettes dans son pays. Vous comprenez que c'était ça. Mais par contre, non, les entreprises françaises notamment étaient encore présentes et bien présentes après l'indépendance. Et je ne suis pas d'accord quand M. Haro dit que on n'obligeait pas les Béninois à commercer avec tel ou tel pays, avec telle ou telle entreprise. Ce n'est pas vrai. Mais est-ce que c'est officiel? Or, ces choses sont pas officielles parce qu'on a dit indépendance tout de même, donc on ne va pas remettre ça sur papier. L'indépendance, c'est l'indépendance, mais comme on nous a chanté à l'école, et ce n'est pas faux, c'était l'indépendance nominale. Et il y a M. Akindé Sadek Pédiou, et je suis content qu'un historien soit sur le plateau, qui a décrypté un peu dans quel contexte, n'est-ce pas, nous avons eu nos premiers dirigeants. En 1958, où il était question d'aller ou non à l'indépendance tout de suite, il n'était pas ceux-là qui étaient nos dirigeants, à savoir les Akwiti, les Maga, n'étaient pas des pro-indépendance tout de suite. C'était plutôt ceux-là, les assimilationnistes, je pense que c'est comme ça, les assimilés, ou quelque chose du genre, comme on les a appelés. Et donc, c'est plutôt une politique trouvée par le colon, n'est-ce pas, pour parti sans parti. Au lieu, bon, de laisser le combat, la bataille se mener et que ce soit à la fin ceux-là qui prétendent que c'est l'indépendance qui est la meilleure chose qui puisse nous arriver, que ce soit ceux-là qui l'emportent, n'est-ce pas, et que ce soit au détriment du colon, autant reprendre les cartes, n'est-ce pas? C'est comme en politique jusqu'aujourd'hui, une question de stratégie. Autant reprendre les cartes et donc avoir les siens là et pouvoir contrôler les choses. Le colon n'est jamais parti donc et il a laissé, n'est-ce pas, la structure qu'il a instaurée, il a laissé. Et bizarrement, on a été formaté de manière que ces structures, que ce soit en politique, que ce soit en économie, que ce soit même de façon psychologique, mentale, c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Et pour vous, ça plombe le débat économique? C'est tellement fin que c'est non perspective. Imaginez, on mange quoi? On parle d'économie. On mange quoi? Le meilleur, celui qui est bien vu, celui qui réussit dans la société, c'est celui d'abord qui est tourné vers les produits occidentaux, qui a, n'est-ce pas, de voiture, qui peut s'habiller en veste, qui peut aller acheter le savon de Marseille, qui peut faire ça. Mais c'est toute la problématique. Vous ne vous développez pas en mangeant, en consommant les produits des autres. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous comprenez que ça n'a pas changé. Que ça n'a pas changé. Casimir parlait donc de coton. Non, le coton, je crois que le boom du coton, ça a été avec le renouveau démocratique, avec Nicéphore Dieudonné Soglo. Et c'était d'abord le palmier à huile. Et c'était toujours... Après le palmier à huile qui a été délaissé à la Côte d'Ivoire. Exactement. Et donc, c'était toujours pour les industries d'ailleurs. Et le comble, c'est que ces produits nous revenaient encore chers. Des bois qu'on va couper à Niaouli ou je ne sais plus dans quelle forêt du Bénin, nous revenaient en meubles italiens, par exemple. Hein? Et c'est ça qu'on prise. C'est ça qu'on achète cher, 10 fois plus cher. Et nous avons été formatés comme ça. Et même le paysan croit que c'est ça la réussite. Et tout le monde, c'est ce modèle-là que le colon nous a laissé. Et c'est ce modèle-là qu'on n'a pas voulu qu'on explique aux populations à ce jour-là. Et c'est tellement resté qu'à des occasions,
comme celle-ci, la célébration du 1er août, en principe, ça devait être des débats comme celui-là qu'on est en train de faire. Ça devait être le réveil. Mais comment on fait le 1er août? Vous allez voir, demain, il aura défilé. On va envoyer les militaires seront à Cotonou. Hors des populations, il n'y a pas de place prévue pour les populations. À chaque fois, vous allez constater. Ceux qui ont de télé vont pouvoir regarder. Et puis, 2 août, on a déjà tout oublié. On attend encore le prochain août. Et puis, on recommence. Un peuple normal, un peuple mûr, un peuple qui veut le développement, un peuple indépendant ne réfléchit pas de cette manière-là. Alphonse Moïse, des occasions comme celle-ci devaient être des occasions de réflexion pour briser ces carcans-là. Alors, Alphonse Moïse Soudé, est-ce que les fractures économiques qui existent entre les pays du Nord et les pays du Sud aujourd'hui sont à mettre sur le dos des Occidentaux seulement? Oui, vous savez, Vigile l'a dit tantôt, les Français ne sont jamais partis. Que ce soit en économie, que ce soit en politique. Vous imaginez qu'on produise, par exemple, le coton au Bénin, et que ce soit l'acheteur qui fixe son prix. C'est pas possible. J'ai fabriqué mon coton, je sais dans quelles conditions j'ai fabriqué mon coton, mais c'est l'acheteur qui fixe son prix. Et quand vous allez voir, quand vous regardez un peu dans l'histoire, quand la Guinée a voulu s'opposer à la France, on a fabriqué une monnaie pour détruire la monnaie guinéenne. Dans tous les pays, les Français sont encore là. Quand vous comparez les pays anglophones aux pays francophones, il n'y a pas photo. Parce que les Anglais ont donné la possibilité à leur colonie de se développer. Mais chez nous, qu'est-ce qui se passe? Le Français est parti, mais il n'est pas parti. Il est encore aux commandes. Donc je dis, tant que là, on ne va pas prendre nos responsabilités, parce que qu'est-ce qui se passe? L'Occident vient chercher les matières premières en Afrique. Mais est-ce qu'on doit leur faire le procès? Si vous êtes incapable d'avoir une industrie de forme, de pointe, la technologie de pointe pour transformer vos produits. Je ne veux faire de la publicité à personne, mais il y a une industrie au Bénin qui fabrique des meubles avec du bois béninois, mais les Béninois n'ont pas la force financière d'aller acheter ces meubles-là. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est-à-dire que vous cherchez le bois chez moi, vous fabriquez vos meubles chez moi, et je suis incapable d'acheter. Mais si le pouvoir d'achat est faible? Non, ce n'est pas question de pouvoir d'achat. Dans la mesure où la matière première n'est pas venue de l'extérieur, la matière première est sur place, a priori, le produit final ne devrait pas coûter cher. Vous parlez quand même du privé, hein, et puis le privé, c'est la recherche du profit. Lui doit rentabiliser. D'accord, la recherche du profit au détriment de l'État. Les bois qui sont dans nos forêts. Répondez à cette question. Vous êtes consommateur. Oui. Quelqu'un fabrique un meuble en Chine. Ça se vend à 100 francs. L'autre béninois fabrique ça ici avec nos matières premières et vend les meubles là à 200. Vous faites quel choix? Non, écoutez, je vais vous donner un exemple simple. Je prends la musique. Les CD qui sont édités au Bénin sont plus chers que les CD qui arrivent du Nigeria. Ça veut dire quoi? Si vous fabriquez chez moi, sur place, et que vous ne tenez pas compte du pouvoir d'achat du consommateur, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Si vous cherchez le bois béninois, vous fabriquez tout au Bénin, et que le béninois moyen est incapable de consommer cela, ça pose un problème. Ça veut dire quoi? Que le modèle économique, quand on dit libéralisme économique, ça c'est le capitalisme. C'est une affaire d'intérêt. C'est une affaire d'intérêt. Même ceux qui sont aux affaires, derrière, ils ont leur société, ils font le capital. Ce n'est pas pour les beaux yeux des Béninois que les gens créent les sociétés. Donc les partenariats que nous nouons avec l'étranger, forcément une société étrangère qui veut s'installer au Bénin passe pas des Béninois pour s'installer. Et quand ils s'installent, c'est une affaire d'intérêt. Et moi, je crois que tant que la politique économique ne va pas tenir compte du pouvoir d'achat du Béninois, ça ne marchera pas. Parce qu'on connaît le SMIC au Bénin, on connaît les salaires. Quand vous cherchez du bois béninois, vous fabriquez du meuble, on me dit, ça fait 3,5 millions. Combien de Béninois peuvent aller acheter des meubles qui coûtent 3,5 millions alors que c'est fabriqué sur place? Vous avez le choix. Alors, professeur Dieudonné Ao, vous êtes spécialiste donc de l'histoire économique. Nous savons que le 26 octobre 1972, le général Mathieu Kérékou, on le dit comme ça, a organisé un coup d'État. Puis le courant politique a changé. On parle de régime militaro-marxiste avec le léninisme, le marxiste et tout ce que vous savez. Est-ce qu'avec l'avènement au pouvoir du général Mathieu Kérékou, le modèle économique a changé? Merci, monsieur le journaliste. Avec l'avènement du président Kérékou, du commandant Kérékou en 1972,
le régime économique aussi a changé. On est passé du libéralisme économique au dirigisme économique. Alors, le dirigisme économique veut dire quoi? Avant que je ne vienne là, vous permettez qu'en 1 minute, je puisse repréciser un certain nombre de choses. Allez-y. C'est vrai que le colonisateur français a tenu par main de fer, d'acier, ses colonies jusqu'en 1960. Des lois et un système a été mis en place pour que la France puisse garder le monopole sur les activités commerciales, sur le commerce extérieur de ces colonies jusqu'en 1960. Mais à partir du moment où l'indépendance, fut-elle nominale ou fut-elle octroyée, est obtenue, eh bien, les Dahoméens et les Béninois que nous sommes aujourd'hui, nous n'aurons pas à culpabiliser les autres. Nous avons notre destin en main et ce sont les Béninois qui ont fait le reste du temps. Professeur, je suis d'accord avec vous. Le problème n'était pas là. Le problème, c'est que les Français étaient partis sans parti. Et la preuve, c'est que même jusqu'à récemment, je ne sais même pas, on n'a même pas arrêté ça. La coopération française est là pourquoi? On est obligé d'aller à chaque fois vers la France encore chercher la technicité et tout ce qu'on cherche de là-bas est teinté France, si bien qu'on vous dira que notre constitution est calquée sur le modèle français. On va laisser le calqué sur le modèle français. On va laisser, professeur, voilà, vous avez la parole. Je vous dis, chers amis, à partir du moment où nous sommes allés à l'indépendance, quelle que soit la colonisation a duré 66 ans. Et donc, le modèle installé par la France est resté dans les mentalités et autres. Mais le mimétisme, le dahoméen et le béninois que nous sommes aujourd'hui a une forte propension au mimétisme. La France, les Français ne sont pas là aujourd'hui pour nous empêcher de nous développer. C'est vrai, des tests clairement rédigés ont existé pendant la colonisation où la France instruisait ses gouverneurs de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'industrie dans les colonies qui puissent concurrencer les industries françaises. Et une fois qu'on est allé à l'indépendance, les dirigeants, nos gouvernants avaient plus ou moins la main libre et la responsabilité de donner des options claires de développement à leur pays. Donc, nous devons nous en prendre à nous-mêmes. Donc la responsabilité est partagée selon vous. Et puis, nous parlons maintenant du dirigisme économique. La période 1972-1989. Dirigisme économique. Et je vous ai dit sur le même plateau hier que lorsque le gouvernement militaire révolutionnaire s'est installé, c'était le premier gouvernement dahoméen qui a eu le courage de faire un état des lieux de la situation sociopolitique de son territoire. Et a eu le courage de dire si le Dahomey a des difficultés politiques et économiques, jusqu'en 1972, le premier responsable, c'est la France. Et une nouvelle orientation a été donnée à la politique nationale et donc un nouveau chantier de développement a été ouvert et le gouvernement militaire révolutionnaire a choisi de rompre avec le legs colonial. Et donc, de 1972 à 1983-84, mais le Dahomey a pratiquement tourné dos à l'Occident. Par la loi de Compton sur nos propres forces, le général Mathieu Kérékou a fait l'expérience d'un développement endogène jusqu'en 1983 et les résultats sont là. L'économie a prospéré, la croissance économique est allée à près de 7% et il a fallu que les Dahomey, les Béninois, puisqu'en 1975 le Dahomey est devenu le Bénin, il a fallu les Béninois, les responsables aux Béninois placés à la tête des différentes structures économiques. Les cadres béninois. Les cadres béninois, puisque je vous ai dit en 1972, il y avait 12 sociétés d'État au Dahomey. En 1982, on est passé à 120 sociétés publiques. Créées par le GMR. Créées par le régime du PRPB, puisque entre-temps, le GMR est devenu PRPB avec la naissance du parti unique et autres. Et donc, ces différentes structures
ont été dirigés par des Béninois, pas des Français, pas des expatriés. Et donc, si on n'a pas réussi à décoller économiquement, la faute ne provient plus des autres. Mais nous endossons, et il faut avoir le courage de le dire. Ce sont les Béninois qui ont dirigé ces entreprises-là. Peu importe de quelle manière, quels sont les tests, dans quelle situation ces entreprises Alors, professeur Dieudonné Ao, pendant que le dirigisme économique imposait quand même une loi de canton sur nous-mêmes, quels étaient donc les partenaires du Bénin? Puisque l'accident a été écarté, le Bénin faisait le commerce avec qui? Le Bénin de Mathieu Kérékou a donné priorité aux relations sud-sud. Et donc, la coopération économique a été tournée plus en direction des pays de la CEDEAO. Et donc, les accords de coopération, aussi bien politiques, commerciales et autres, étaient plus intensifiés dans la sous-région. Donc, ce sont des accords sud-sud. Et le régime du PRPB a également eu des ouvertures en direction des pays asiatiques. Et donc, des partenariats économiques ont été signés avec des pays asiatiques, la Chine en particulier. Vous allez voir certaines grandes réalisations de cette période ont été faites dans le cadre du partenariat sino-béninoise. Et donc, jusqu'en 1982-83, les relations entre du Dahomey et Bénin avec la France étaient des relations suffisamment refroidies. Et il a fallu que la crise économique pointe à l'horizon, il a fallu que les sociétés béninoises commencent par tomber en faillite pour que la pression, c'est vrai, je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un environnement international. Et donc la France n'a pas intérêt à lâcher ses anciens amis, n'a pas intérêt à laisser là où se trouvent ses intérêts. Il ne reste que nous, Béninois, nos dirigeants, d'opposer un certain nombre de refus ou de revoir les clauses des contrats que nos pays africains signent avec ces pays européens-là pour que les partenariats soient gagnants-gagnants. Et mais quand on dit qu'on produit du coton et que c'est l'acheteur qui fixe le prix, mais quand vous allez au marché d'Antokpa, quand le paysan, le producteur amène ses tubercules d'igname ou son maïs au marché d'Antokpa, c'est le paysan qui fixe le prix. Et c'est l'acheteur qui dit, nous sommes dans une relation commerciale. C'est l'acheteur qui dit, ben, ici, ça semble être unilatéral tout simplement parce que les acheteurs ne sont pas... C'est une loi d'offre et de la demande. Mais c'est différent. Donc on ne me dise pas, cette relation existe même dans nos marchés ici au village. Donc c'est le marché qui se trouve. Et c'est la loi du marché qui est ainsi faite. Donc qu'on cesse, moi je ne suis pas pour qu'on continue de culpabiliser les autres, mais nous devons nous regarder dans la glace pour dire, mais où en sommes-nous? Nous devons pouvoir prendre nos responsabilités et opposer. Nous sommes dans un environnement. Aujourd'hui on parle de la mondialisation. Et donc chaque pays doit pouvoir, de par les différentes stratégies, le dynamisme de ces dirigeants, s'imposer sur l'échiquier international. Nous sommes dans la mondialisation et je suis désolé, il n'y aura pas deux poids, deux mesures à certains pays. Et donc nous devons nous regarder en face, prendre des dispositions, élaborer des politiques de développement claires, lutter contre la corruption qui fait saigner le budget national. Justement, est-ce qu'en 83-84, vous parlez donc de l'imminence d'une crise qui a obligé le Dahomey à se compromettre avec d'autres pays? Alors, est-ce que vous liez ça à la corruption? Il y avait la corruption dans les sociétés d'État? Non, mais la corruption existait déjà depuis 1960 à l'indépendance, mais au cours de cette période-là, la corruption s'est amplifiée. La corruption s'est amplifiée, la corruption a pris une proportion inquiétante parce que sous la houlette de la révolution, les slogans révolutionnaires que les gens scandaient, le président Mathieu Kérékou avait foi en chaque Béninois, en chaque citoyen, mais les gens
faisait semblant d'être à l'avant-garde de la révolution, mais pillait par-dessus tous les différentes sociétés. Et donc, la corruption s'est amplifiée au cours de cette période-là et a été l'une des principales causes de la crise économique, de l'acuité de la crise économique au Bénin entre 1986 et 1989. Donc, les Béninois, les responsables, les dirigeants des différentes sociétés avaient une grande responsabilité dans la situation économique que le pays a vécue. Et donc, il faut avoir le courage de le dire. D'assumer les responsabilités. Casimir Pédior, dirigisme économique comme comodèle de croissance et tout, ça a produit ses effets jusqu'à un moment donné. Et le procès explique que ce sont encore nous-mêmes, les Béninois, qui avons donc commis le péché d'Israël. Le péché d'Israël est commis par nous-mêmes. Ça, je ne fais pas ce débat. Mais je continue pas à dire, et je le dirai toujours, que notre poisse est venue de la France. Jusqu'à aujourd'hui. Vous insistez. Et je donne un exemple que tous les Béninois connaissent très bien. Il y a une usine de fabrication de ciment au Bénin qui appartient aux Français. Tout le monde connaît ça. Il y a un ciment qui vient du Nigeria avec des camions, 2000 camions. Ça quitte Semekrake, ça va à Ilakondi. Un seul paquet n'est pas déversé au Bénin. Parce que la France a bloqué. Je dis jusqu'à aujourd'hui. C'est bloqué. Je prends cet exemple et je défie quiconque qui va m'apporter les preuves contraires. Il y a une autre société qui est allemande, qui aussi produit du ciment, qui aussi s'est inscrite dans ce blocage-là. Il y a ce qu'on appelle les mesures tarifaires non douanières. Il y a beaucoup d'accords qui ont été ratifiés. Alors, le professeur a dit quelque chose que j'ai aimé, mais en même temps, ça contredit. Entre 1960 et 1972, il y a le libéralisme économique. Et dans ce libéralisme économique, il y a des accords qui ont été passés. Enfin, il y a des tests qui ont été élaborés parce que la France savait qu'à partir de 1960, enfin, au cours des années 1960, qu'elle va libérer des colonies. La France est préparée économiquement, mais n'a pas préparé ses colonies. On nous a lancés dans le vide. On dit, ok, vous voulez l'indépendance, non? Allez-y, on va voir. Et ça a donné ce à quoi nous avons assisté. Qu'on le veuille ou non, que le débat énerve ou pas, je vais toujours le faire. C'est la France, notre poisse. Vous ne voyez aucune responsabilité au La plan responsabilité local. est la nôtre. Mais c'est les Français qui nous ont appris la corruption. C'est les Français. La corruption, la mauvaise gouvernance, c'est les Français qui nous ont habitués à ça. Lorsque nos rois recevaient des pacotilles, recevaient des vins frelatés, des liqueurs frelatées pour livrer leurs frères, lorsque ils venaient faire donc ces genres de manipulation, c'était les signes. Enfin, en son temps, ça avait son nom. Aujourd'hui, on appelle ça mauvaise gouvernance. Quand on donne de l'argent pour que tu fasses ce que tu es en train de faire au sein de ton entreprise, quand on te donne des pots de vin, c'est à ça que nous assistons. Donc, c'est la France, notre maître, qui nous a enseigné ça. Mieux, chez eux, même en France, là, il y a la corruption et pourtant leur pays est développé. Aux États-Unis, il y a la corruption, ils sont développés. En Chine, il y a la corruption, ils sont développés. Donc, n'incriminons pas le cadre. Ça veut dire que nous n'avons pas pu maîtriser la corruption. Si vous voulez qu'on vienne faire le débat sur la mauvaise gouvernance, on va le faire. Mais on ne va pas les mélanger. Moi, je veux situer les responsabilités. Jusqu'à aujourd'hui, demandez à Obasanjo. Obasanjo est venu dire ici. Mais quittez cette affaire donc de colonie. Vous mettez dans colonie, vous ne voulez pas vous développer. Figurez-vous que tous les Béninois qui se lèvent tous les matins mangent du pain. Vous savez d'où vient le blé? Chers amis, vous savez d'où vient le blé, non? Mais c'est les Français qui produisent le blé. Mettent ça sous forme de farine. Ajoute même de bromate de potassium pour nous tuer. Qui vous a empêché, vous, de produire du blé? Mais justement, combien de dirigeants aujourd'hui ont mis sur pied un plan agricole pour nous permettre de produire du blé? Dites-moi, est-ce que vous pouvez le faire? Il y a eu quand même des tentatives. Même celui qui est là, même celui qui est là aujourd'hui, même celui qui est là aujourd'hui, il préfère développer le coton que nous ne mangeons pas. Est-ce que nous mangeons le coton? Mais nous portons du was. Mais c'est pas la France, les unis hollandais là. C'est pas eux qui nous envoient ça. Mais c'est pas les sociétés françaises jusqu'à aujourd'hui. Les synthèses, les machins, tout ça là. Les savons dont il a parlé. Ça existe encore aujourd'hui, non? Mais vous pouvez produire ça? Est-ce que vous pouvez produire ça? Mais quand Ouattara, il le fait chez lui, vous savez à quel prix ils l'ont fait? Quand les Burkinabés le font, vous voyez?
Donc, je continue de le dire. Les recherches historiques, je suis d'accord. Je suis du département d'histoire. Mais à un moment donné, j'ai donné ma démission au département d'histoire parce que je ne m'inscrivais pas. Vous avez en face alors votre professeur. Non, je ne m'inscrivais plus dans ça. Il faut dire la vérité. Vous avez votre approche à vous. Jusqu'à aujourd'hui, monsieur le journaliste, dites-moi, est-ce que nous avons une monnaie? Est-ce que nous sommes libres? Est-ce que nous exerçons librement aujourd'hui avec le Nigeria? Je vais vous lire, je vais rechercher un texte tout à l'heure que je vais vous lire sur les risques que l'économie béninoise court. En entendant, je préfère vous dire la vérité aux Béninois pour leur dire, je ne suis pas là pour dire que les Béninois sont bons. Mais même lui-même, Patrice Talon, si on doit dire la vérité, combien de fois il a tenu la roue pour aller au champ labourer du coton? Et pourtant, il est milliardaire du coton. Mais bien avant lui, il y a d'autres chefs d'État. On ne doit pas focaliser le débat sur Patrice Talon. On parle des modèles économiques. Je prends des exemples. Ce sont des régimes qui assument des modèles économiques. Je prends des exemples précis pour dire, c'est eux. On a été à leur école. Mais les bio-tchanés, ils ont été formés à la Banque mondiale. Mais c'est eux qui nous parlent de la croissance économique à combien de chiffres qu'on n'a jamais pu avoir. Et pourtant, Boni Yaye est venu ici, nous a dit, si on pouvait transformer 11% seulement de notre production cotonnière, on a une croissance à 2 chiffres. D'accord. Donc, véritablement, le débat n'est pas, qu'est-ce que vous ne pouvez rien faire, mon frère. Vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez même pas de l'électricité pour pouvoir installer vos industries. Donc, c'est quoi le débat? Et la France ne peut jamais vous permettre. On dit, venez nous construire centrale électrique. Vous amenez des vieilles machines françaises qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça ils amènent. On dit, venez nous construire des rails. On nous amène Bolloré, qui nous amène des ferrailles de la Deuxième Guerre mondiale. Vous voulez qu'on se développe comment? Si on veut faire, ils vont mettre la rébellion. Vous avez vu les élections au Mali. Vous avez vu le Mali, il ne peut jamais se développer. Vous avez vu le Togo, il ne peut jamais se développer. Vous avez vu le Burkina Faso, c'est la même chose. Vous avez vu, par contre, le Nigeria. Puisqu'il y a deux. Il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a l'Allemagne, il y a le Portugal, qui tous avaient des colonies. Mais regardez les autres, comment leur pays se développe. Regardez le Nigeria, regardez le Ghana. Pourquoi ces pays se développent? Et nous, on est là chaque fois à crier que c'est nous-mêmes. Les Nigérians sont plus sains que les Béninois. Vous pensez que les Nigérians, il n'y a pas de corrompus chez eux? Qu'il n'y a pas des gens, des fossoyeurs de l'économie chez eux? La croissance est encore à l'étape rudimentaire. Donc, moi, la croissance restera toujours à cette étape-là, parce que véritablement, la France ne veut pas nous coller la paix. Et moi, je continue toujours de le dire. Alors, que la France nous laisse, que lorsqu'un président béninois est élu, le dirigisme, voilà. Je sais que vous êtes très police, voilà, vous êtes un peu fâché, voilà. Non, c'est pas la colère, vous allez vous détendre. C'est ma façon de parler. Alphonse Moïse Soudé, la corruption revient, ça compromet le dirigisme économique et ça continue. Non, vous savez, moi j'ai un problème avec cette dirigisme économique, c'est l'État qui détermine la politique économique d'un pays. Et moi, je suis resté dans les brousses du pays, je sais. Vous savez, nous avons IBTS. Nous avons IBTS qui fabriquait des produits à consommer au pays, des tissus. Mais l'État n'a jamais imposé cela. Moi, j'ai chaussé bâtard. Pour ceux qui sont de ma génération, ils savent de quoi je parle. Combien de Béninois chaussé bâtard? La dernière fois, j'ai suivi sur la chaîne nationale une couturière qui pratiquement reprochait au chef de l'État de ne jamais s'habiller les jours officiels en tenue locale, qui est toujours en costume. Et que le chef de l'État, s'il doit encourager les opérateurs économiques béninois, doit pouvoir consommer local. On a vu Palmida. Combien de Béninois se lavent avec Palmida? Même ceux qui sont aux affaires, ils se lavent avec quoi? Vigile l'a dit, savon de Marseille. On a fabriqué société sucrière de ça avec le sucre roux. Moi, j'ai eu la chance, mon frère était directeur général de Sonicog. C'est ça qu'on consommait à la maison. Mais combien de Béninois consommaient ça? Donc, tant que on ne peut pas reprocher aux Béninois, on a élu des gens pour déterminer la politique économique. Mais vous assumez tout au moins vos erreurs aussi. Oui, je dis. L'erreur, si celui qui est chargé d'élaborer la politique économique. Mais lui aussi, il est béninois. Je suis d'accord avec vous. Il répond de vous, les béninois. Il répond de nous, mais. Et si on incrimine le béninois. On lui a donné mandat
on lui a donné un mandat pour nous diriger, pour nous proposer. Moi, je ne peux pas me lever en tant qu'Alphonse Moïse Soudé pour aller proposer à la télé une politique économique. On ne m'a pas désigné pour cela. Et je dis, ce qui est produit au pays, vous voyez comment, qu'est-ce que Toundé est devenu aujourd'hui? J'ai entendu parler du riz Nérica qu'on devait consommer. Toundé est devenu quoi? Combien de Béninois consomment les cailles papillons? Pourtant, c'est fabriqué par des Béninois. Donc, tant que l'État ne va pas prendre ses responsabilités, moi je dis que quand vous allez au Sénégal, vous allez voir tous les vendredis, les gens sont en tenue locale. Il n'y a pas costume vendredi. Il n'y a pas costume vendredi. Et je remercie le maire de Parakou qui a dit désormais pour les manifestations officielles, on va consommer. Mais de plus en plus dans l'administration publique, les vendredis au Bénin, partout. Ça veut dire quoi? Il revient à l'État, il revient à l'État, il revient. Ils ont sorti, ils ont instruit leur cadre. Et c'est costume du lundi au jeudi. Et c'est dans l'administration. Vous savez de quoi vous parlez? Je sais de quoi je parle. Oui. Dieudonné Ao, enseignant-chercheur au département d'histoire à l'UAC, vous êtes également spécialiste de l'histoire économique. Vigile avancé, journaliste Alphonse Moïse Soudé, journaliste, et puis également Kazmi Pédio, journaliste spécialiste des questions économiques. Merci donc pour vos différentes contributions tout au long de cette émission. Eh bien, terminé, tout le monde descend. L'intégrale, c'est encore demain. On se retrouve.